Bien, bonsoir à tous pour cette nouvelle tribune critique à la plateforme de la création architecturale. Le menu est toujours aussi riche, donc je vais attaquer tout de suite dans le vif avec le Arata Isozaki Pritzker 2019. Nous enchaînerons ensuite avec l'auditorium André et Liliane Bettencourt de Marc Barani à l'Institut de France. Puis nous parlerons d'université dans la citadelle d'Amiens par Renzo Piano et son équipe. Et nous terminerons avec les logements sociaux de Sana pas si loin qu'ici, en plein 16e arrondissement à Paris. Et pour finir, il y aura quelques surprises avec le choix des critiques qui sont ici. Mais ça, on ne vous dira pas de quoi nous allons parler. Donc, Arata Isozaki, Pritzker 2019. Après l'Indien Balkrishna Doshi en 2018, vous vous souvenez, l'année dernière, on en a beaucoup parlé, qui a reçu le Pritzker à 91 ans. Le jury du Pritzker consacre cette fois l'œuvre d'Arata Isozaki, 87 ans, c'est dire qu'elle va chercher dans ce vivier formidable de la modernité, car avant, il y avait une sorte de vague un peu plus jeune avec Aravena, RCR et autres qui montraient une scène, je vais dire, plus récente. Arata Isozaki, c'est le 7e architecte japonais à recevoir ce prix, soit 22 ans après son maître Kenzo Tange, je dis maître à juste titre, car c'est chez lui qu'il va faire non seulement ses premières armes à l'école, mais aussi à l'agence. Toujours dans le sillage de Kenzo Tange, il est l'une des figures du mouvement du métabolisme japonais et son projet City in the Air pour Shinjuku en 62 en est l'une des icônes. C'est un des architectes qui aura fait le grand écart entre le brutalisme et une forme de postmodernisme, je pense que nous allons en parler. Sa première commande hors du Japon sera le musée d'art contemporain de Los Angeles, le MoCA, en 86, en plein downtown. Il a été l'architecte en chef, pour ne pas dire le directeur artistique, d'une très grande opération de logement à Fukuoka, dans le sud du Japon, où Rem Koolhaas et Porzampar notamment ont fait des réalisations très remarquées et très très importantes, notamment celle de Rem Koolhaas qui a été l'un de ses premiers projets de logement les plus publiés, on pourrait dire, c'est Nexus World. Il a été l'un des architectes japonais à avoir le plus construit en Espagne, après le Palau Sant Jordi pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Il a assuré la transformation de l'usine textile à Barcelone, un monument historique du mouvement modernisme catalan, devenu la Caixa Forum. Et puis, l'un de ses derniers bâtiments est le centre de congrès de Doha au Qatar, car je ne vais pas vous lister tous les bâtiments, tellement l'œuvre est importante, avec ses puissantes colonnes arborescentes. Donc voilà, qui commence? Moi, je veux bien. Voilà. Isozaki. Oui, Isozaki. Tu l'as suivi. Non, mais sur le fond, je pense que tu as même pratiquement tout dit, sauf que tu n'as pas parlé du bâtiment, enfin, de la réalisation quand même assez épouvantable de Bouygues, quand même, qu'il aurait fait en France. Mais surtout, la question qui me semble-t-il, c'est à quoi sert ce prix, quoi? Parce que, au moins, j'ai trouvé que c'était quand même assez passionnant quand il y a eu le prix donné à Ravenna. Ça a donné lieu à des discussions et des polémiques complexes et intéressantes. RCR aussi, mais donner le prix à Arata Isozaki, franchement, bon, tu as dit le projet le plus emblématique et le plus passionnant, c'est évidemment sa cité dans les airs, là pour Shinjuku, des années 60. Il a fait quelques projets dans les années 60 de brutalisme absolument magnifiques, y compris d'ailleurs dans les années 70. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une espèce de dérive de plus en plus postmoderne, mais surtout, bon, on peut discuter de l'intérêt de telle ou telle œuvre et pièce d'Arata Isozaki, mais c'est l'idée même du Pritzker dont il me semble qu'il mérite d'être discuté, parce que je vois pas l'intérêt d'aller... Déjà, j'avoue que l'année dernière, je ne connaissais pas du tout l'architecte indien mea culpa, je le connaissais pas, et donc sur le fond j'avais découvert quelque chose. Ouais. Mais là, Arata Isozaki, franchement, sincèrement, je ne comprends pas l'intérêt de donner ces prix qui sont comme des espèces de prix de consolation avant que ce soit trop tard, comme ça s'est produit une fois ou deux. Et franchement, encore... Quand tu dis consolation, c'est-à-dire qu'on l'aurait oublié avant, c'est ça que tu veux dire? Non, personne l'aurait oublié, mais c'est comme si il fallait, avant qu'il meure, vite lui donner quelque chose.
chose. Est-ce qu'il y a un lobby japonais qui fait qu'il faut... Et en plus, il y a des Japonais plus intéressants aujourd'hui que Isozaki. C'est-à-dire, vraiment, c'est pour moi, c'est une énigme, ce prix. Je trouve que s'il y a une façon pour le Pritzker de se décrédibiliser, c'est là, parce que personne ne va contester l'importance qu'a eu Arata Isozaki dans l'histoire. Il suffit d'aller... L'excellente exposition montée par Migeru à Metz, Japonness, le montre très bien. On voit parfaitement l'articulation qu'il a eue dans le métabolisme, le fait que ce soit un des premiers architectes japonais qui soit parti à l'étranger et qui ait ramené comme ça une forme de modernité occidentale au Japon. Tout ça, c'est incontestable. Mais à quoi ça sert de donner le Pritzker à Isozaki? Franchement, ça, moi, j'ai pas de réponse. Oui, enfin, moi, Sophie. On retourne dans cette tradition du Pritzker de récompenser plus une carrière qu'une personnalité en émergence. Et moi, ce que je trouve... Attendez. Sur cette histoire, Oui. le Pritzker n'a jamais été basé sur l'histoire de l'émergence. Ça, c'est une idée qu'on se raconte. Jamais. C'était juste l'année, il y a eu cette polémique sur Aravena. Voilà. Oui, mais la polémique sur Aravena, c'était après une succession de gens qui avaient des œuvres monumentales. Voilà, tout à fait. Il faut jamais oublier tout ça, les Baragan, Kenzo Tange et autres. Non, mais les monuments. Non, mais quand même. Après, on peut réécrire une histoire. C'est pas là-dessus que je voulais embrayer. Moi, je voulais embrayer sur autre chose. Pour moi, je trouve que c'est très bien que le Pritzker soit attribué à Isozaki, parce que peut-être que ce sera l'occasion de porter un autre regard justement sur toute cette architecture métaboliste et brutaliste, qui est quand même souvent assez déconsidérée. Et là, pour des œuvres qu'on ne regarde pas ou même que l'on regarde, il y a quand même des chefs-d'œuvre qui sont démolis aujourd'hui. Donc peut-être que là, justement, ça permettra de porter un autre regard. Quand on voit ce qui s'est passé à Londres avec l'œuvre des Smithson, c'est quand même un véritable scandale. Tout ça pour masquer une spéculation foncière. On démolit Robin Hood Garden, qui est vraiment quelque chose qui était un bâtiment de très très grande qualité. Donc non, moi je trouve que c'est tout à fait juste, et puis ça repose plein de questions. C'est aussi un parcours qui est quand même vachement intéressant. C'est quelqu'un qui il y a quelque temps, est apparue toute une théorie autour du vide. Regardez les vides, les entre-deux, qu'est-ce qu'on en fait? Mais lui, c'est le début de sa carrière. Et puis l'idée du vide pour lui et de la table rase, elle vient quand même d'une histoire dramatique, puisque pour lui, ses premières expériences de l'architecture, c'est le vide créé suite au désastre d'Hiroshima. Bah oui, mais c'est... Ça sont des œuvres essentielles, et en effet, qui laisserait accréditer la thèse qu'en fait, il vient un peu tard. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Lui, il dit qu'il se demande pourquoi, mais toi, tu dis presque en creux que c'est très bien. Il aurait pu l'avoir bien avant. C'est ça, en fait. Bien avant, mais en tout cas, c'est bienvenu. Alors après, c'est aussi dans l'air du temps, parce qu'effectivement, il y a eu cette excellente exposition Japonness à Pompidou-Metz. Et d'ailleurs, dans le synopsis de l'exposition, il y avait une citation d'Isozaki. Enfin, finalement, ça remet aussi plein de choses en question. Voilà, je pense que aujourd'hui, il y a on part jamais de rien, et donc lui, il était déjà mine de rien précurseur sur énormément de choses. Le fait d'avoir beaucoup construit à l'étranger, le fait de parler du changement et de dire que le changement finalement c'était devenu son style. C'était assez intéressant. On a parlé de l'architecture objet à partir de Bilbao, mais lui, il était déjà bien avant ça dans l'architecture objet. Donc moi, je pense que ça peut être, et il faut espérer, l'occasion de peut-être un peu remettre en question nos a priori sur l'architecture et sur des tas de projets. Richard, non, moi j'ai pas trop d'avis finalement sur le Pritzker. Enfin moi ce que j'aime bien dans le Pritzker, c'est un peu comme la foudre, là, ça tombe là et puis tout d'un coup on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc là effectivement la figure d'Isozaki apparaît alors qu'elle était plutôt disparue. Moi je pensais qu'il était mort depuis longtemps. Donc oui c'est intéressant. Voilà, oui, voilà, mais effectivement ce qui est bien, c'est que justement toi tu dis il n'y a pas de raison pour les prix. Bah, justement ce qui est bien c'est que justement il n'y a pas de raison.
ça frappe, et puis il y a des choses qui apparaissent. Après, pour Isozaki, est-ce que c'est vraiment un mec important? Ben ça, je sais pas. Enfin, les images qu'on fait voir, là, c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont totalement incandescentes, notamment les premiers dessins, maquettes, métabolistes. Mais peut-être, enfin, tu dis que les métabolistes, c'est pas connu, c'est pas vrai, quoi. Peut-être c'est un petit peu surestimé. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a quelques projets, bien sûr, métabolistes qui ont été construits, mais la plupart, c'est plutôt des projets. Enfin, le plus beau, c'est celui de Tanguay pour la baie de Tokyo. Ça n'a pas été construit, voilà. Bien sûr. C'est plutôt des projets, quoi. Voilà. Et puis en plus, il y a des influences comme celle d'Archigram, des choses comme ça. Il faut quand même pas le nier, quoi. Voilà. Et après, c'est vrai que Isozaki, bon, c'est vrai que il a un peu appartenu avec tous les courants. Bon, je dis pas que c'est vrai que sa partie métaboliste, là, j'ai vu que je l'ai pas revu là. Il avait fait un projet, je me rappelle pas. C'est pas la Cité dans l'espace. C'est un projet qui était dans le diaporama, mais je l'ai pas. Oui, c'est celui-là. Ouais, je trouve vraiment incandescent. Là, voilà, celui-là. Là, je trouve ça vraiment très étonnant. Mais enfin, c'est qu'un projet, quoi. Voilà, il faut quand même pas non plus. Aujourd'hui, sur Internet, des trucs comme ça, t'en as des milliers. Oui, mais quand tu dis c'est qu'un projet, en même temps, Walking City, ce n'est qu'un projet. Oui, d'accord. Non, mais tellement iconique. Non, mais. Est-ce qu'il est iconique? C'est la question. Oui, est-ce que non, mais toi qui enseignes, est-ce que Isozaki est quelque chose Écoute, qui justement... le projet iconique pour moi, c'est la baie de Tokyo. Ça, c'est clair. C'est fabuleux parce que ça pose beaucoup de questions, notamment sur les flux. Tu vois, voilà, ça c'est vraiment. Et en plus, les bâtiments que fait Tanguay, malgré tout, ils sont habitables quelque part. Excuse-moi, tu vois, les grands immeubles de logements, ils sont totalement novateurs, mais il peut les construire demain matin. Là, la cité dans l'espace. Bon, il y a eu la cité dans l'espace de Kistler au début du XXe siècle. Là, tu vois, c'est pas un truc nouveau. Moi, je trouve qu'il y a rien de nouveau. Et puis finalement. Bon, c'est vrai, bon, pourquoi pas, il a le droit d'être fêté. Tu vois, on fête bien Karl Lagerfeld. Mais qu'est-ce qu'il a inventé, Karl Lagerfeld? Absolument rien, quoi. Hein, il était toujours là. Non, c'est pas Yves Saint Laurent, excuse-moi. Yves Saint Laurent, oui, lui, il a inventé des trucs, quoi, tu vois. L'autre, il était là, il est rentré dans toutes les grandes maisons, il a fait ses petits dessins, il est rentré dans je sais pas comment on appelle ça, disons, la façon de faire de chaque maison. Un peu comme lui, voilà, il est rentré un petit peu dans chaque maison, chaque grand couturier, il est rentré dans la maison de Tanguay, après, il est rentré dans la maison, je ne sais pas quoi, Oline ou Aldo Rossi ou Greffs, parce qu'il y a des projets qui ressemblent vraiment à des projets de Greffs. Voilà, donc, voilà, mais pourquoi pas? Voilà, c'est la foudre, ça tombe sur lui. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas le Karl Lagerfeld de l'architecture? Mais je vais pas partir en guerre, je m'en fous, excusez-moi. Oui, non, Isabelle. Moi, j'ai vraiment pas grand-chose à en dire. Je connais très mal son travail. Tout ce qui m'apparaît, enfin, non, mais je me sens pas très légitime vraiment à parler de lui, à part que c'est quand même un architecte qui, d'une certaine façon, je sais pas, est-ce qu'il a refusé de choisir? Est-ce qu'il a choisi de ne pas choisir? Est-ce qu'il a choisi de changer de style, de changer de continent, de changer en permanence? Enfin, je dis ça parce que moi, ce qui m'est apparu tout de suite, j'ai eu enfin, c'est vrai après, comment ça marche le Pritzker? Est-ce qu'il y a vraiment des favoris? On entend des rumeurs, voilà, qui va être choisi? Est-ce que ça va être Big? Est-ce que ça va être Kéré? Est-ce que ça va être Dealer Scofidio? Bon, voilà. Choix, donc effectivement, on s'attend à toutes sortes de choses dont beaucoup font sens d'une manière ou d'une autre. Et là, effectivement, on se demande un peu quel est le sens. Et ça ressemble un petit peu à un non-choix, mais bon, voilà. Non, mais je vais pas aller plus loin que ça parce que j'en sais rien. Je préfère pas me prononcer, mais c'est vrai que je trouve pas ça particulièrement inspirant, on va dire, comme choix. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et pourquoi pas le brutalisme? Mais dans ces cas-là, c'est certainement pas les arguments qui ont été avancés. On l'a célébré pour sa grande connaissance de l'histoire de l'architecture. Bon, très bien, c'est pas le seul. C'est un des premiers à s'être exporté de cette manière-là. Voilà, à parler de tout le discours sur le global et le local. Voilà, il est aussi un des précurseurs. Moi, je trouve que c'est intéressant tout le temps de ressortir des figures comme ça. Je pense qu'aussi qu'il faut peut-être pas le regarder de notre petit point de vue français, et aux États-Unis et en Angleterre, voilà, et en Espagne aussi. Mais est-ce que c'est un architecte qui mérite une distinction suprême? Parce que c'est un peu ça quand même, non,
Enfin, j'en sais rien. Je pose vraiment la question. Oui, mais moi, est-ce que c'est pas une exposition très fouillée sur lui qui pourrait être passionnante, effectivement? Bon, enfin, bref, j'arrête. Oui, moi j'ai pas pu visiter beaucoup de ces bâtiments, mais je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. J'ai jamais eu une émotion particulière quand je suis allé au MoCA ou quand je suis allé à Barcelone voir ces bâtiments. Voilà, le MoCA, c'est un bon exemple. C'est pas un bâtiment absolument passionnant. Ça, moi j'ai vu la Caïra. Je ne sais pas parler espagnol non plus, mais bon, ok. Oui, mais c'est la transformation d'un bâtiment, c'est un autre exercice déjà. Mais c'est vrai que vous n'avez peut-être pas visité les bâtiments brutalistes dont on a parlé au départ. Non, mais ceux-là sont magnifiques. Mais la question, c'est pas ça. On est tous d'accord pour dire que Isozaki a produit de très très intéressants bâtiments et des très beaux. Mais en même temps, dans son ampleur du non-choix, cette espèce de façon de passer d'un style à l'autre, d'évoluer. Est-ce que c'est ça que le Pritzker a voulu mettre en avant? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins? Ça se discute. Moi, je trouve il n'est pas là question de discuter de la qualité de certaines réalisations d'Isozaki. C'est sur l'idée même de ce prix, comme tu dis, c'est la foudre. Il semble que la foudre, elle est tombée un peu à n'importe où. Et oui, justement, mais ça aurait été bien de la diriger un peu. La question, pour moi, c'est pas tellement la foudre frappe au hasard, quoique. Justement, et c'est bien le problème. C'est pas la question. Là, c'est pas un hasard, justement. C'est pas la question de la légitimité ou pas. C'est la question de finalement à quoi ça peut servir. Et là, je pense justement que ériger, regarder ces bâtiments des années 60, voilà, on peut espérer quelque chose. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'architecture brutaliste, c'est quand même, d'une manière générale, c'est une architecture maltraitée, mal regardée, alors que c'est une architecture superbe. Non, mais justement, tu peux pas le résumer à ça. Oui, mais ça, c'est subjectif. Non, mais il y a beaucoup de bâtiments brutalistes qui sont intéressants. Et d'abord, on les regarde aujourd'hui avec un regard très indulgent, comme le bâtiment de Kalitz, là, à Pantin. Mais il n'est pas question de donner le Pritzker à Kalitz à la foudre. Des conneries, sérieusement. Non, et en plus, il suffit de regarder sur Instagram les sites consacrés au brutalisme. Il y en a plein. C'est bourré de milliers de followers. C'est pas vrai. Le brutalisme est extrêmement court. C'est ultra à la mode. C'est très à la mode. Oui, mais il est maltraité quand même. On le démolit, mais quand tu vois les transformations, c'est catastrophique. Transformation c'est la ruine des bâtiments brutalistes qui est à la mode. En Suisse, c'est catastrophique. C'est vrai qu'il y a non seulement il y a un site, mais il y a un livre récent sur le brutalisme, il y en a même plusieurs. On sent que c'est un regain d'intérêt. Mais toi, tu parles du bâtiment des Smithsonian qui a été en effet massacré. Et c'est vrai que malheureusement, ça fait partie de ces bâtiments, tu sais, avec le World Watch, là, sur les bâtiments en péril. C'est vrai qu'il y a des bâtiments brutalistes parmi ceux-là, mais pas seulement. Tu vois, c'est pas non plus victimiser. Il y en a plus qu'on ne le croit. Quand on voit à Genève le bâtiment des frères Gaillard, qui a été massacré quand il y a eu une extension. Voilà. Juste un mot peut-être pour conclure. D'abord, je trouve que l'idée de la foudre frappant Kalitz, c'est formidable. c'est une image absolument démoniaque. Et par ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que les architectes comme Ishigami, qui ont été présentés à la Fondation Cartier récemment, Kengo Kuma, ce sont des gens qui passent leur temps à expliquer comment ils ont, alors Kengo Kuma plus que Ishigami, parce qu'il est plus âgé, mais comment ils ont tenté justement de s'échapper du métabolisme, parce qu'ils considèrent que eux, ça a été extrêmement dommageable pour la ville japonaise, etc. Donc il y a ça aussi. C'est vrai qu'on est fasciné par ces images. En même temps, il faut se poser la question de savoir ce qu'elles ont produit aussi. Donc c'est assez complexe. Alors je le dis pour le public, mais il y a un très beau livre fait par M. Collas avec Obrist sur justement le métabolisme, sur le projet métaboliste. Très 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 beau livre, extrêmement documenté, que je vous invite tous à regarder. Alors on va revenir au cœur de Paris pour parler de l'auditorium de l'Institut de France. Alors c'est au cœur du Paris historique, marqué par la trace du mur de Philippe Auguste. Après Philippe Prost à la Monnaie, on en a parlé ici même dans le cadre de cette tribune critique, vous vous souvenez, on n'était pas forcément d'accord. Voici Marc Barani à l'Institut. C'est une forme de répétition pour lui, car il va bientôt y entrer, cette fois comme académicien. Invisible depuis la rue, l'auditorium de 350 places n'offre qu'une façade de verre, des plus sobres et des plus discrètes. C'est un travail en profondeur dans la densité parisienne et l'épaisseur historique. Barani aime bien le jeu des correspondances subtiles. Il le prouve, ça c'est mon point de vue, une fois de plus. Allez. Isabelle.
Ben oui, subtil, c'est bon, c'est effectivement un mot qui revient souvent pour Barani, mais qui me semble s'applique. Il faut que je parle ici. S'applique vraiment de manière très heureuse ici par ce travail d'inscription donc dans cette cour, dans cette cour qui a été dégagée, qui appartenait à la Monnaie de Paris. Il y a eu tout un conflit territorial. C'est un conflit de 2 siècles, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Bon, donc... Oui, ça appartenait à l'Institut qui l'avait prêté à la Monnaie. Et ensuite, c'était très compliqué d'arriver à le récupérer. C'est ça, ouais. Voilà. Donc bon. Et finalement, donc, ce qu'ils ont décidé d'en faire, on voit ici quand on parle de subtilité, c'est voilà ce qu'on voit au fond de la photo, c'est les marches qui permettent d'accéder comme ça quand on vient soit de l'intérieur de l'Institut, soit de la rue Mazarine sur le côté. Ça, c'est une des entrées dans cette espèce de grand hall qui est la première partie du bâtiment avec cette façade en verre qui est à la fois opaque et transparente. En fait, il y a tout un travail. C'est vraiment un travail sur c'est pas une architecture minimale, mais c'est un travail sur le matériau, sur la matière, sur la lumière, sur des choses extrêmement simples. Voilà, on a cette espèce de halle nue comme ça, dans laquelle on entre, dans laquelle ensuite on descend, pour arriver finalement à cet endroit secret qui est l'auditorium et qui arrive comme une sorte d'espace un peu mystérieux, inédit, complètement inattendu. Il y a vraiment un parcours, une sorte de promenade architecturale comme ça qui se termine par cet auditorium en forme de révélation, de cadeau, de secret en fait. C'est un lieu qui a vocation à être ouvert au public aussi bien qu'aux membres de l'académie, et dans lequel il joue donc avec ces deux matériaux que sont la pierre et le bois. Et la pierre, c'est vraiment la grande originalité de l'auditorium, parce que comme c'est un auditorium qui est plutôt fait pour avoir des conférences, pas vraiment des spectacles, même si, d'après ce que j'ai compris, il peut y avoir des spectacles de musique. Il a pu se permettre cette utilisation de la pierre et le bois, renvoyant en fait aux matériaux historiques de l'Institut. Donc il y a comme ça un dialogue avec l'histoire du lieu, avec ses matériaux, quelque chose qui est à la fois très simple et très sophistiqué, avec ce jeu de lumière là. Au-dessus de l'estrade, en fait, il y a des ouvertures qui laissent passer la lumière du jour. Sur le côté aussi, on voit pas, mais il y a une espèce de fenêtre longitudinale. Donc, il y a une espèce de percées comme ça qui laissent rentrer la lumière et qui font un espèce de jeu très, très, très subtil entre la lumière artificielle, la lumière naturelle, et qui crée une atmosphère, voilà, espèce de cocon luxueux, austère à la fois, sobre et généreux. Enfin, il y a quelque chose de d'assez de très réussi dans une forme de simplicité qu'on retrouve d'ailleurs dans les bureaux aussi. Il y a aussi ces percées comme ça, ces espèces de longues percées de puits de lumière extrêmement fins qui viennent éclairer les bureaux. Enfin voilà, c'est fin et élégant. Richard. Oui, Marc Marani, enfin, bon, moi, à la fois, je le connais pas, parce qu'en fait, je trouve que c'est un personnage très ambigu. Cette ambiguïté, on la retrouve dans ses projets, quoi. Je l'avais vu une fois, j'avais croisé à l'école spéciale il y a 20 ans. Il ressemblait plutôt à Raskolnikov, là, le personnage de Solinski qui tue les grands-mères pour leur argent. Et puis maintenant, je l'ai revu après, il y a une dizaine d'années, c'est plutôt Rému, quoi. Il est là, très jovial. Et je pense que, voilà, chez lui, il y a les deux, quoi. Il y a les deux. Il y a à la fois le type angoissé, un peu fasciné par Napoléon, là, le Raskolnikov, et puis après, de l'autre côté, il y a le type super cool, qui emballe les nanas, tout ça. Voilà, il y a les deux personnes. Et dans le bâtiment, c'est tout le temps comme ça, quoi. On sait jamais. Bon, des fois, il y a effectivement
y a le côté Raskolnikov qui apparaît, donc c'est le côté fondamentaux, donc il y a un travail sur le sol. Effectivement, le sol, c'est pour ça que j'ai demandé aux étudiants de venir, parce que le sol, il est vraiment creusé, donc il y a des escaliers, il y a des rampes handicapées, enfin, comme l'a dit aussi, comme tu l'as dit aussi, pardon, Isabelle. Et donc voilà, donc il y a ce travail sur le sol, et après il y a le travail aussi sur les volumes, là tous ces volumes comme ça qui sont comme en lévitation, là au-dessus de ce socle. Ça c'est assez fascinant. Et puis après il y a un côté et ça, effectivement, cette opposition, on la retrouve aussi quand on rentre dans la salle, parce que donc la salle, c'est une sorte de coque qui te protège, et puis la scène, elle se détache. C'est comme, on le voit très bien sur l'image, hein, comme il y a des arrivées de lumière zénitale et latérale. Ça, c'est un truc fou, c'est-à-dire que la scène, c'est comme un bâtiment en elle-même, quoi. Elle se détache complètement. C'est un petit bâtiment, une petite maison. C'est déjà un décor. Bon, c'est vrai que comme le dit Isabelle, c'est pour des conférences, mais c'est déjà un décor. C'est une petite maison qui flotte sous la lumière, voilà. Et puis effectivement, il y a le public qui l'entoure. Et ce qu'il y a quand même de généreux dans la salle, voilà, parce que disons que c'était peut-être le Raskolnikov qui avait fait le projet, parce que j'ai regardé le projet du concours. Et il y avait une dureté, quoi. Toutes les rangées étaient parallèles. Et puis donc, à l'arrivée, effectivement, il y a cette courbe qui change tout, quoi. Voilà, parce qu'elle est à peine perceptible. Hein, quand on rentre dans la salle, donc on rentre à mi-niveau, hein, on sent la courbe qui est à peine marquée. Et plus on descend, plus elle s'accentue. Et c'est vrai que le public est entouré. Et je trouve ça vraiment, voilà, c'est très ambigu, c'est très fort. Et je trouve ça très, très juste aussi, parce qu'effectivement, quelqu'un qui, voilà, il y a toute cette idée comme ça, on parle devant sa maison, et puis la foule se met en demi-cercle autour de soi. C'est ça, c'est quelque part, c'est ça le théâtre. Il y a un mur qui réfléchit la lumière, et puis les gens se mettent en hémicycle devant toi. Voilà, c'est ça comment la salle est transformée, voilà, par une sorte de grand élan de générosité. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qu'il a l'habitude de faire, toute cette réflexion aussi sur le corps, parce que effectivement, excusez-moi, l'arrondi, vous voyez, il est très marqué en bas, et après excusez-moi, il est moins arrondi, et puis en haut, il est complètement droit, voilà. Donc voilà, si on s'amuse à monter de bas en haut, c'est évident que le corps il est marqué par ça, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a tout un travail, voilà, même quand on rentre dans le socle, enfin comme le remarque. Voilà, il y a les marches qui se désolidarisent, là, qui semblent flotter. À d'autres endroits, au contraire, le sol il est creusé et on prend la rampe. Vous voyez, après, effectivement, il y a tout aussi un travail sur l'acoustique, voilà, sur la lumière, sur l'acoustique. Des fois, la lumière, elle arrive de partout. Quand on est effectivement dans la salle des pas perdus, avant de rentrer dans la salle de spectacle, là, c'est très très lumineux. C'est très réfléchissant aussi. Voilà, on sent un certain écho. Et puis après, donc, on rentre donc dans la salle et là tout d'un coup, déjà on est très surpris parce que la salle elle a un plafond plus haut que d'habitude. Vous voyez, tout ce travail voilà sur les dimensions, sur les proportions, voilà. Tout ça pour mettre un peu le corps en état de déséquilibre et pour vraiment pouvoir le mettre au premier plan, quoi, en fait. Donc c'est ça qui est fabuleux chez lui, voilà, cette idée comme ça, hein, de travail sur les fondamentaux de l'architecture. Et puis aussi, ça je pense que oui, c'est une tradition. On en a parlé, je crois, une fois quand on parlait de Paul Virilio. C'est vrai que avec ses espaces obliques, tout ça, il y a la volonté chez lui de mettre le corps au premier plan. Bon, je pense pas que Marc Barani se revendique de Paul Virilio, pas du tout. Il se revendique plutôt du scénographe Appia, hein, donc là qui crée des décors très hiératiques avec des marches, des grandes colonnes, de la lumière. Mais quelque part, c'est un peu le même projet. Finalement, mettre le corps au premier plan, et puis quelque part avoir une architecture, voilà, qui sait s'effacer, et qui est aussi illusoire, parce que là, il y a un effet d'illusion, mais bon, Isabelle n'en a pas parlé, mais dans le mur qu'on voit, le mur de verre, il y a un grand effet d'illusion, parce que le mur de verre, bon, il reprend le mur ancien qui séparait justement voilà, oui, c'est ça, là, c'est ça qui est bien chez lui, c'est qu'il voilà, il établit il établit des tas de correspondances. Le bâtiment il est simple et en même temps il établit des correspondances. Voilà, il te dit que dans ce bâtiment, il te dit voilà, n'oublie pas que finalement dans ce bâtiment il y a eu cette histoire entre la monnaie et puis donc l'institut. On a donné ce terrain, il y avait ce mur et puis donc effectivement ce mur des fois il apparaît quand on ferme le rideau, il est là, il revient. Et quand on enlève le rideau, hop, il disparaît, et puis on a une transparence totale. Donc
dans la salle. Excusez-moi. On aura compris que Richard, il est sous le charme de cette délicieuse ambiguïté, en fait, c'est ça. Hein. Mais Sophie. Moi, j'écoute toujours Richard avec, voilà, je le trouve passionnant, voilà, son lyrisme, c'est extraordinaire. Je suis beaucoup plus triviale, parce que le côté ambigu, je crois que ça vient aussi du programme qui est donné. En fait, c'est un lieu privatisé et qui est amené à recevoir des tas d'événements différents. C'est un espace commercial quelque part. Hein. Donc, un jour, ce sera un concert. Le lendemain, c'est un colloque. Moi, quand j'y suis allée visiter, il y avait un colloque scientifique. Voilà. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un espèce de confort tout de suite au niveau de l'acoustique. Bon, moi, je vais rester dans le terre à terre. C'est quand même un outil technique. Bon, alors esthétique bien sûr, mais c'est un très bel outil technique puisque au niveau de l'acoustique, c'est un bâtiment c'est un auditorium qui est à même d'accueillir des concerts, des conférences, des colloques. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé, je parlerai pas de subtilité, mais vraiment plein de choses vraiment très très habiles, notamment la façon dont il gère quand même la rampe handicapée dans un espace très très court. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très très bien. Et puis cette question du mur, donc on parle de mur, mais c'est plutôt un caisson de verre. Donc il a ses doubles épaisseurs et avec le rideau entre deux, mais je crois que je sais pas, il doit bien y avoir 40 cm. Donc ça c'est vraiment très très beau avec plein de petits détails. Là on voit sur la photo la rampe qui est faite de bois chaîné, donc qui est comme une espèce de grosse corde en bois très très souple. Et puis à côté de ça, je trouve qu'il y a plein de petits hic à droite à gauche qui sont assez surprenants. Bon, par exemple quand on passe par l'autre sortie qui mène vers le quai Conti. Il y a un escalier central avec 2 pentes de chaque côté et qui n'aboutit sur rien, qui aboutit sur un mur de verre. Et les portes sont décalées, donc on descend l'escalier et ça aboutit pas sur logiquement, voilà, ça devrait aboutir sur une grande porte de verre qui s'ouvre. Et non, en fait, les 2 pentes de chaque côté sont elles qu'on ne peut pas emprunter, sont elles qui donnent sur les portes qui s'ouvrent. Je trouve qu'il y a plein de petites choses comme ça. L'entrée en bois cérusé. Je trouvais que c'était un petit peu maladroit avec la pierre agrafée derrière. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont un petit peu dommages. Et puis, bon, je trouve que c'est quand même très 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 classique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu quand même, voilà, un petit peu. Je sais pas, par rapport à ce que fait Marc Barani d'habitude, voilà, on aurait pu s'attendre à quelque chose qui est, enfin, c'est pas que ça manque d'étonnement, mais voilà, quelque chose d'un petit peu moins classique. Sophie Trelka dit classique, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est académique. Bon, hein, comme son nom l'indique. Faut quand même raconter l'histoire qui est extraordinaire. C'est un architecte qui se retrouve à faire un auditorium pour l'Institut, et c'est un sacré client quand même, l'Institut. Quand même les 5 académies, la section d'architecture, des architectes des monuments des monuments historiques. Enfin, c'est du lourd. Hein. Et pendant qu'il fait le concours, il se retrouve académicien. Alors ça, c'est formidable parce que on connaissait la blague, la différence entre le criminel et l'architecte, c'est que l'architecte ne revient jamais sur les lieux de son crime. Bah lui, il va être obligé parce que maintenant, il va être obligé de revenir pour assister. Bon. Et moi, il se trouve que j'ai assisté à un concert, le concert de l'inauguration. J'ai pas eu l'impression que ça sonnait très bien. Franchement, je pense que c'est pas fait pour ça. Il faut dire une autre chose encore, c'est que l'arrondi des sièges dont tu parles, ça a vocation à rappeler la coupole, comme la pierre doit rappeler la coupole. Bon, il y a tout ce jeu un peu obligé dans lequel, alors, il y a une phrase importante qui a été celle de Barani quand il a dit le patrimoine, je vais m'en servir comme d'un plus et non d'un moins. Donc il a tenté vraiment de bon. Mais c'est vrai que la grande réussite, c'est évidemment le hall, cette espèce de hall qui ressemble à une espèce d'aquarium un peu avec toutes les transparences, parce que ça permet, comme tu le dis, d'en faire un espace commercial, parce que c'est exactement
exactement ce qui est en train de se produire, et c'est exactement ce qui insupporte déjà Marc Barani, parce que à chaque fois qu'il a tenté d'essayer de le faire montrer aux uns et aux autres, déjà c'est privatisé, il pouvait pas, c'était compliqué, parce qu'il faut dire un truc, c'est que l'importance de cet auditorium, c'est qu'il est accessible depuis la rue Mazarine. Donc ça permet de le privatiser sans avoir les gens qui rentrent dans la grande cour des académies, etc. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu. Et le fait que, effectivement, moi je suis assez d'accord aussi. Je trouve que c'est un projet qui est extraordinairement subtil. Il a vraiment réussi à faire tout ce qu'il fallait pour en faire un objet utile, assez beau, discret, etc. Mais il n'a pas une immense puissance allégorique, on peut pas dire ça. Est-ce que c'était vraiment possible dans ce lieu? C'est tellement contraint quand même. Je suis pas d'accord. Quand tu rentres dans la salle... Je vais terminer, juste une chose. C'est vrai que l'importance de la lumière derrière la scène, c'est fondamental. Mais aussi, Marc Barani, il a fait beaucoup de mise en scène. Enfin, il a travaillé beaucoup là-dessus. Et quand tu parles de Raskolnikov et de Rému, je suis pas très d'accord avec l'idée du Raskolnikov. C'est vrai qu'il est toujours habillé en noir et il faudrait faire un peu peur. Rému, par contre, je comprends mieux. Parce que, il y a 20 ans, c'était pas à cette époque-là. C'était très maigre. Mais voilà, mais je pense que de par le client, fallait pas s'attendre non plus à quelque chose de totalement décoiffant, parce que c'est quand même vraiment un client extraordinairement compliqué et alors là, classique, on peut pas faire plus. Ah mais classique, moi je suis pas d'accord. C'est pas lui, c'est vrai, c'est quelqu'un. D'abord, il a jamais rien fait d'original. Barani, il cherche pas l'originalité à tout prix, si tu veux. Il s'intéresse plutôt donc il s'intéresse plutôt donc au travail sur les fondamentaux. Il s'intéresse plutôt à ce qui fait l'espace, mais qu'on ne voit pas. Moi, je me rappelle, il avait fait un très très beau projet pour le périphérique. Il avait fait un immeuble de bureau. Et l'immeuble de bureau, il avait une façade qui était complètement absorbante. Enfin, la façade était très bizarre, mais elle était faite pour être absorbante. Et pourquoi? Parce que sur le périphérique, ce qui est l'enfer, c'est le fait que quand il y a beaucoup de bruit, et le bruit, frappe sur les façades qui sont parfaitement étanches au son, mais qui renvoient le son sur le périphérique. Et donc, c'est un cauchemar. Et puis effectivement, il a pensé effectivement donc à cet espace sonore. Et là, c'est pareil. Là, il pense donc à la sonorité, il pense à la lumière, il pense, tu vois, il pense à tout ça, tu vois. Oui, excuse-moi, je veux juste ajouter une chose sur ce que tu as dit. Je suis d'accord. Hein. C'est vrai que Barani, c'est pas un architecte expressionniste. On est entièrement d'accord. Et c'est toute sa force. C'est un architecte extraordinairement précis. Enfin bon, que la manière dont il calcule les horizons, ça c'est splendide. Mais quand tu dis que la construction de la salle, l'implantation des sièges est faite pour mettre le corps dans le risque. Enfin, en danger. Quand tu connais les académiciens. Et l'âge de certains de ces académiciens, tu peux pas imaginer une seule seconde qu'il ait pu penser ça. Parce que ce serait bien sûr que si, il a pensé ça. Si la référence, mais ce qui est intéressant chez lui, si tu veux, il y a 1000 correspondances. C'est vrai qu'il y a la correspondance à la coupole, mais c'est pas Venturi, Barani, tu déconnes complètement, tu vois. Lui s'intéresse justement. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Quand il dit que le siège fait référence à la coupole, c'est Barani qui le dit. Non, d'accord, non, il dit ça, bien sûr, il dit ça. C'est des correspondances que tu peux établir, mais c'est pas la seule, c'est pas le seul élément. Je te dis, l'élément, c'est ça, quoi, tu vois. Hein, si on se met au cercle, il y a un côté, chez lui, il y a un côté, tu vois, retour constant aux fondamentaux, là. On fait un sol, on marche, on se met en cercle, on fait rentrer la lumière naturelle dans la salle, la scène, on la considère comme une maison, et non pas comme des tréteaux. Voilà, tu vois, c'est pas, tu peux pas dire ça. Et en plus, je trouve Barani, c'est vrai que c'est toujours l'homme un peu des situations difficiles, parce que, bon, malgré tout, tu dis que là, il y a un concours, tu vois. Oui, avec Perrault, il y avait, je sais pas qui encore, oui, il y avait que Romney. Ils étaient une centaine. Comment? Ils étaient plus d'une centaine à participer. Non, il y avait quatre retenus. Je veux dire, à essayer d'arriver au concours. Et moi, il y a 4 projets qui ont été retenus, qui sont entrés en compétition. Et c'est vrai que, voilà, les autres projets, effectivement, il y avait le projet de Perrault, c'était donc un truc, donc un peu comme le théâtre Karminski là qu'il a fait, qu'il voulait faire à Saint-Pétersbourg, qu'il n'a pas fait. Et après, c'est vrai que lui, il avait, disons, il a cherché donc à s'inscrire
dans la sédimentation, dans l'histoire, et puis à établir des milliers de correspondances, tu vois. Alors tu vois, effectivement, t'as le demi-cercle qui s'opère devant l'orateur, et t'as aussi effectivement la référence à la coupole. Et tout est comme ça. T'as 1000 références pour chaque élément qui est pensé. Ça, c'est le côté, je me triture le cerveau, et je suis Raskolnikov, et est-ce que je tue ma grand-mère pour ressembler à Napoléon? Non, Isabelle, mais je trouve que c'est un projet qui est pas, voilà, c'est pas un projet qui suscite un enthousiasme fou, mais il y a quelque chose vraiment d'émouvant en fait, je trouve dans surtout dans cette salle, mais je sais pas, c'est pas une affirmation de geste, c'est le contraire de ça, mais c'est l'affirmation en fait d'une croyance. Ça passe par la matérialité, mais même justement, enfin, c'est tellement fin et discret finalement ce qu'il fait, et d'accepter de se mettre là-dedans bon, est-ce qu'il refuse de faire un geste moderne? Je sais pas, mais même alors là c'est pas lui, mais comment il s'appelle l'artiste là qui a fait les médaillons, Laurent Grasso. Laurent Grasso. C'est un peu dans le même esprit. On les voit à peine là, c'est des petits médaillons qui sont sur les fenêtres, mais il y a quelque chose comme ça il y a un respect, c'est pas un respect au sens scolaire, mais il y a quelque chose comme on s'inscrit dans l'histoire et on en prend la force et on se nourrit et on transforme cette force en quelque chose d'extrêmement tenu et qui finalement a une sorte de plus qu'une dignité, une sorte de dégage une forme d'émotion. Il n'avait pas trop le choix non plus, parce que je pense que les ABF, là, il les avait au dos. Bah ouais, mais bon, il aurait pu ne pas faire ses fenêtres. Il aurait, ouais, je sais pas. Ces percées de lumière, en fait, je trouve, produisent quelque chose de forme de douceur et de célébration un peu de l'histoire, quoi, de l'histoire de Paris, de la pierre, Alors nous allons rester sur ce thème de la sédimentation, de construire la ville sur la ville avec le pôle universitaire de la citadelle d'Amiens. Alors c'est la troisième phase en fait de l'aventure architecturale de l'université à Amiens, aux abords de la cathédrale avec le travail de Francesco Venezia, souvenez-vous. Puis plus loin, on trouve la toujours magnifique séquence conçue par Henri Gaudin comme un béguinage. Et maintenant, plus au nord, en lisière de cités d'habitation, de quartiers qui ne sont pas forcément faciles, une citadelle qui a été réinvestie par Renzo Piano, lauréat d'un concours en 2010. Donc dans une forteresse construite non par Vauban, parce qu'on prête qu'aux riches, donc toujours Vauban. Non, il s'agit de Jean Errard de Bar-le-Duc, mon cher Philippe. Jean Errard de Bar-le-Duc, qui au début du XVIIIe siècle a construit cet ouvrage d'une puissance exceptionnelle et dans lequel il y avait une sorte de défi. C'était l'ancienne propriété de l'armée jusqu'en 1993 et y installer l'université, poser la question de savoir est-ce que l'université allait être justement fermée dans une enceinte militaire ou bien au contraire ouverte sur la ville. Eh bien c'est évidemment la deuxième option qui a été prise dans une triple opération, restauration, réhabilitation et transformation. Elle est conçue pour 4000 étudiants. C'est un plan tout en longueur, pour ne pas dire en batterie, qui cherche à établir des transversalités évidentes et on peut dire que cela fonctionne bien. Le bâtiment signale, un peu comme celui sur le toit du Lingotto à Turin. C'est une tour contemporaine qui semble faire maintenant le guet sur l'une des parties les plus importantes du projet, qui est l'espace public, avec un sol en terre cuite, on va en parler, car le site est vraiment ouvert sur la ville. Alors, Philippe. Le spécialiste du médiéval, c'est lui. Oui, absolument. Ça, je commence par lui. Non, mais tu as raison. C'est pas médiéval, c'est un peu plus tard quand même. Bon. Oui, mais mais bon, c'est vrai que quand on arrive sur le site, d'abord, c'est ce que tu as dit, c'est très important, c'est que cette université d'Amiens, elle constitue comme une espèce de ligne à travers la ville, avec 3 bâtiments les uns derrière les autres, trois grands projets, et tous absolument passionnants, tous très différents. Et ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire de voir l'évolution même de l'architecture. On l'a devant soi. Bon, le projet de Piano, le site est extraordinaire. Il n'y a pas de doute. Moi, je te l'ai dit, ça t'a paru un peu bizarre, je crois, mais quand je suis rentré, quand on rentre sous la porte voûtée et qu'on arrive et qu'on a devant soi l'étendue, justement, recouverte de cette fameuse terre cuite rouge, brique, disons, avec les bâtiments en briques en face, parce qu'en fait, il y avait 2 grands bâtiments d'origine
parallèles l'un en face de l'autre, l'un qui était un casernement et l'autre qui était les écuries. Et c'est sur ces bâtiments-là, sur le bâtiment des casernements, donc celui qu'on voit quand on rentre, qu'on a en face de soi, que Piano est venu accrocher des bâtiments, tu dis en batterie, on pourrait dire en peigne aussi, ou en râteau. Enfin, il y a un peu cet esprit. Moi, que j'ai dit, quand je suis rentré, passé sous la porte, j'ai eu l'impression que ça m'a rappelé, peut-être l'échelle, la place d'Ispahan en Iran. C'est-à-dire que, parce que ce qui se trouve, c'est que quand on regarde à gauche, on voit une chose qui est très particulière. Il y a cette espèce de tour de métal dont on n'a pas trop su exactement ce que c'était, à quoi elle servait. Hein. On nous a expliqué que ça servait à la fois de lieu de spectacle, etc. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est comme une espèce de phare ou de vigie presque high-tech, quoi, très piano, justement, au milieu du grand espace. Bon, ça m'a rappelé, comme ça, la place d'Ispahan. Sur le fond, même si je trouve que c'est extraordinaire, c'est très beau, je pense que l'idée qu'on puisse le traverser, c'est évidemment de nuit, c'est ouvert, évidemment, c'est quelque chose, c'est un plus pour la ville, même si je suis pas tellement convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui passent par là, parce qu'il y a quand même une grande rue à côté, et en haut, il y a une cité, et en bas, il y a la ville. Bon, je suis pas tellement certain que ça serve à beaucoup d'autres mondes que les étudiants eux-mêmes. Sur le fond, je trouve que le bâtiment là qu'on voit en ce moment, donc cette espèce de vigie, ça a quand même pas la finesse et la qualité de ce qu'on a pu voir, par exemple, dans le magnifique musée fait par Piano pour la banque en Espagne, la Santander, c'est ça, que je trouve d'une finesse et là, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu bâtiment portuaire, un côté un peu comme ça, un peu brutal. Bon, en même temps, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est très beau, c'est très réussi, et en même temps, je trouve pas ça exceptionnel. Je trouve que le site est extraordinaire, l'intervention de Piano, mis à part d'ailleurs quand même la subtilité avec laquelle il a réutilisé les bâtiments. C'est-à-dire qu'il a conservé, en gros, il a quand même conservé essentiellement, disons, les façades. Et puis, dans la partie des écuries, donc d'une des deux ailes, il a conservé aussi les plafonds, donc avec toutes ces poutres qu'on voit dans les salles. Bon, tout ça, c'est absolument. Il y a un luxe d'espace aussi. Les couloirs sont énormes. Il a intégré d'ailleurs dedans toute une architecture métallique. Parce que son intervention dans le bâtiment de briques, c'est de l'architecture métallique, et qui donne un peu l'impression parce que d'être une architecture de container dont on aurait retiré les murs. Tout ça, c'est quand même très extraordinaire. On a eu le sentiment que les étudiants avaient l'air un peu blasés, ils se rendent peut-être pas compte. Je trouve que bon, c'est très réussi, et en même temps, encore une fois, je trouve que le bâtiment central de Piano, je le trouve un peu lourdingue. Mais bon, je laisse la parole à d'autres. Oui, mais je pense pas que ce soit le bâtiment le plus important. Non, non, pas du tout. Et en plus, tu fais la référence. Non, mais tu fais la référence avec un projet. Il faut voir que ça, le budget, c'est presque rien. Bien sûr. D'abord, il voulait pas le faire. Hein. Je crois que c'est Paul Vincent qui l'a forcé la main pour qu'il le fasse, parce qu'il a compris tout de suite qu'il allait être un gouffre financier. D'ailleurs, ça l'a été, parce que les gens là-bas, à Amiens, c'est pas des rigolos, quoi, tu vois. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans ce bâtiment, c'est disons le geste de base, comment il se positionne par rapport donc au Pentagone de la forteresse de Hérard, puisque bon, moi j'étais architecte, enfin je suis toujours architecte, mais j'avais fait un projet j'avais fait un concours, et je me rappelle très très bien de toutes les études de faisabilité qu'on m'avait données pour le concours. Et effectivement, toutes les études de faisabilité, donc elles suivaient les remparts. Donc il fallait, elles conservaient, elles se basaient sur la géométrie donc du Pentagone. Et pour le concours qui a eu lieu donc que Piano a gagné avec Solaire et avec Nouvelle. C'est vrai que Solaire lui aussi reprenait donc disons la forme du Pentagone. Et ce que je trouve vraiment génial chez Piano, c'est que justement donc il la reprend pas, et donc il met donc tout un système hyper simple, une sorte de trame écossaise avec des lignes parallèles. Donc et en plus c'est vrai qu'il a, enfin j'ai bien vu le truc parce que j'avais des problèmes, mais non, moi j'avais gardé plus de bâtiments. Lui il a vraiment gardé juste le bâtiment d'encasernement et les écuries, il a détruit tout le reste. Il a gardé que les bâtiments majeurs, en fait. Enfin, non, les autres aussi, ils auraient pu garder les autres aussi, mais en fait, il a fait ça, si tu veux, parce que, je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, il a gardé que les deux grands bâtiments
parallèle, et à partir de là, il est venu s'insérer dans le contexte. C'est-à-dire que plutôt que de prendre le quinconce, eh bien, il a pris les deux bâtiments parallèles, et puis à partir de là, donc, il a développé complètement ce système de bande. Un système de bande qui lui permet donc de s'articuler à la grande voie qui a été créée dans les années 60 et qui a coupé le fort en partie, le fort d'Érard. Et donc, il a fait donc tout un système de bandes, des bandes construites, des bandes non construites. Les amphithéâtres qui sont à l'arrière de la tour, ils forment des bandes qui s'enfoncent dans le terrain. Et puis donc, derrière la bande du bâtiment, donc casernement, donc, il y a les bandes construites qu'il a créées. Et ce que je trouve aussi fascinant, là, tu te rappelles, tu avais fait l'expo, là, donc un bâtiment combien de vie, mais ce bâtiment-là, je le trouve totalement génial. Parce que ce bâtiment, voilà, il ne faut pas le voir comme une caserne, c'est pas ça du tout, quoi. C'est un viaduc à la Le Corbusier, comme le viaduc de Le Corbusier pour Alger. Donc c'est un viaduc. Bon, là, en haut, c'est pas les voitures qui passaient, c'est les canons. Et les canons, ils n'étaient pas faits pour les ennemis, parce qu'ils n'ont arrêté aucune invasion. Hein. En 70, en 14, en 40, les Allemands, ils sont passés comme dans du beurre, quoi. Par contre, les canons, ils ont toujours été tournés vers la ville, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, je trouve, voilà. Donc, il a complètement réinterprété donc ce viaduc et il a créé voilà, ces grands porches. Il s'est appuyé sur la structure de viaduc du bâtiment d'un concernement. On le voit parfois sur la coupe, c'est une superposition d'arches. Donc là, par exemple, il a enlevé le mur devant l'arche. Hein. À l'autre moment, il a donc enlevé plusieurs arches et créé donc une grande porte. Et tout ça, ça lui a permis effectivement de faire en sorte que ce bâtiment soit beaucoup plus poreux. Et il a défini tout un système de perpendiculaires de circulation qui nourrissent toute l'opération. Et l'idée, effectivement, tu disais, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'était de rassembler un maximum de monde ici pour donner donc le maximum de chances donc, à cette place de fonctionner. Oui, justement. Sophie. Tu parles de place. C'est comme l'élément fort du projet, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que là, le vide est aussi important que le bâti. Et puis tout ce qu'il a fait, c'est vraiment pour contenir le lieu, pour contenir cette place. Et le travail avec les diabolos au sol, ça crée presque une œuvre cinétique où on a cette alternance de briques et d'herbes qui poussent entre deux. Ça, c'est quand même absolument magnifique. Bon, maintenant, après, le lieu, ça prendra aussi sa place au niveau d'un public autre que le public des étudiants, quand toute la programmation aussi sera mise en place avec les restaurants et puis les lieux, encore une fois, les lieux événementiels, puisque la petite boîte qui dépasse, elle peut recevoir 30 personnes et en dessous, c'est une plus grande salle. C'est aussi destiné à recevoir des concerts et des événements. Et voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un travail qu'il avait déjà entamé. Bon, alors le travail sur le vide et sur la place, moi ça me faisait penser à Beaubourg. Et après le rapport au contexte et à la matière, moi ça me faisait penser aussi à l'IRCAM, où il y a une espèce de justesse, voilà, dans l'insertion. Et là, à une autre échelle et avec un autre programme, on est exactement dans le même esprit. Et puis, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que on garde vraiment le côté caserne et citadelle. Il a réussi à le préserver et à travailler là pour le coup sur l'ambiguïté, en venant vraiment travailler sur du léger par rapport à du lourd. Voilà. Et les salles de classe, c'est quand même des très belles salles de classe, très éclairées. Il y a tout un travail sur les parcours, les nivellements. On peut imaginer par la suite que ça devienne aussi un espace public où l'enjeu, c'est de reconnecter la banlieue à la ville, qui est quand même un des gros enjeux aujourd'hui. Même si c'est à Amiens, c'est quand même la question qui va se poser là prochainement. Oui, puis il y a vraiment toujours ce jeu entre une architecture extrêmement légère qui vient intégrer dans le système existant et puis cette architecture très puissante, défensive et autres. Je trouve que là, il y a toujours ce rapport dialectique et puis il y a une facture piano qui est indiscutable. Isabelle. Oui, moi, j'ai été totalement enthousiasmée par ce projet. Alors vraiment, pour ces raisons-là, justement, c'est parce que le site, c'est quand même une espèce de monstre un peu mythologique, quoi. Surtout quand on arrive par
l'arrière, là, le côté des cités où on voit les fortifications qui sont complètement colonisées par une nature sauvage qui est complètement intégré au projet, hein, parce que y compris sur la place principale entre les tuiles, justement, toute l'architecture joue à intégrer cette nature, à faire avec, à la prendre en compte sur les terrasses végétalisées, etc. Donc il y a comme ça une espèce de tension entre ces matériaux extrêmement légers, modernes, d'acier, de verre, qui tirent vraiment comme ça vers le haut. Et voilà, c'est là qu'on voit un peu ces murailles avec cette petite passerelle toute fine qui rentre dans cette espèce de monstre et qui le révèle, en fait. C'est vraiment, il y a un travail de révélation du site, de révélation de la géologie, de révélation de l'histoire, révélation qui passe aussi par cette tour signal qu'on voit de très loin dans la ville, cette espèce de petit sommet rouge comme ça qui vient dialoguer avec la tour de Perret. Voilà, donc il y a un jeu dans la ville, c'est quand même à plein d'échelles que ça se joue. Le travail sur le vide de la place, il se retrouve à l'intérieur des bâtiments où c'est vraiment, on a l'impression qu'il sculpte justement le vide aussi bien dans les espaces de circulation avec ces escaliers un peu suspendus que dans les amphithéâtres où là aussi il y a une espèce de grand espace. Là aussi, l'amphithéâtre dans lequel on est rentré, il y avait des fenêtres comme ça qui faisaient rentrer la lumière. Mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement léger, qui est une vraie légèreté qui est faite à l'intérieur des espaces et une tension qui est très narrative, qui est même performative comme ça entre l'archaïque, entre l'histoire, entre la lourdeur et la légèreté, la technicité, la géométrie. Il y a des vues cadrées parce que c'est vraiment entre aussi les lignes géométriques des tuiles de terracotta, les lignes géométriques des bâtiments qu'il a installés en râteau et cette espèce de côté informe de la citadelle en état de semi-ruine par endroits, enfin pas les bâtiments qui ont été restaurés, mais le reste. Et je trouve qu'il y a quelque chose il vient vitaliser un lieu qui avait une puissance endormi, quoi. Il vient comme réveiller quelque chose qui apparaît comme une promesse pour la ville. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans et cette tension, elle se retrouve aussi. Là, il y a le rouge de la tour Signal, mais il y a le rouge, il revient partout. Il y a des espèces de petits points qui font contrepoint justement en permanence. Il y a une idée de réveiller en fait. De réveiller les lieux que je trouve extrêmement stimulante, joyeuse, belle et effectivement dont j'ai l'impression que les étudiants et le personnel ne prend pas tout à fait la mesure, malheureusement. Sophie, oui, non, c'est juste une petite remarque. Il a été aussi assez habile dans la gestion du paysage puisqu'il est venu quand même replanter 520 arbres pour étoffer le site. Oui, il y a tout un travail sur la biodiversité. Outre le fait qu'il y a des restaurants bio dans l'université, c'est quand même aussi à souligner. Donc il y a tout un accompagnement extrêmement fin. Et tu parlais des canons qui passaient sur le dessus. C'est vrai que théoriquement, sur la toiture, c'était prévu au début comme un endroit où on pouvait aller. Là, quand on y est allé, c'était fermé, mais je pense que c'était en tout cas accessible. Tu peux y aller. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout un travail en coupe qu'il a fait, parce qu'effectivement, donc il y a le sol de référence et le sol de la place. Mais après, donc autour du bâtiment d'encasernement, donc il y avait de petites cours anglaises, et il les a agrandies. Donc il a agrandi effectivement donc la cour anglaise qui est au sud, pour faire la bibliothèque. D'ailleurs, effectivement, là, ça ressemble beaucoup à l'IRCAM, effectivement. Et après, derrière, on voit l'image, là. Donc, il a vraiment totalement agrandi. Ça crée, disons, un second sol de référence. Donc, effectivement, il n'y a pas qu'un sol de référence. Il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, un qui est plus bas. Et après, il y a le sol de référence en haut, qui correspond à la côte canon, et qui correspond effectivement donc à toutes les fortifications. C'est pratiquement sur la même horizontale. Voilà. Donc il a réussi à réunifier ces trois sols autour donc du bâtiment d'encasernement.
Philippe, je voulais reprendre un moment sur ce qu'a dit Sophie Trelka, parce que le fait que tu aies évoqué Beaubourg, en fait, c'est évidemment, j'y avais pas pensé, et ça me fait penser justement que quand Renzo Piano disait que si on lui posait aujourd'hui la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez refaire Beaubourg, ce serait impossible, il dit à chaque fois, c'est une question totalement absurde, parce que à l'époque, il fallait que quelqu'un arrive à prouver qu'on pouvait faire un musée dans lequel tout le monde pouvait rentrer, et c'est tombé sur Rogers et moi, et c'est ce qu'on a fait, et maintenant c'est fait. Il disait maintenant, aujourd'hui... C'est la foudre. Il disait aujourd'hui, voilà, il disait aujourd'hui, le problème, c'est d'arriver à faire rentrer les gens des banlieues dans les villes. Voilà. Et en fait, t'as raison. Peut-être que c'est exactement le projet qu'il essaye de mener là. Quand on sait qu'avec son statut de sénateur à vie, il a créé une cellule d'architectes et d'étudiants qui travaillent sur cette question. Effectivement, là, il y a une tentative de répondre à cette problématique qui, pour lui, est la problématique d'aujourd'hui. Bien, nous allons enchaîner, on va revenir plus proche de la Cité de l'Architecture avec les logements sociaux de Sanaa à Paris, donc qui se trouvent pas si loin d'ici, en effet en lisière du Bois de Boulogne, entre l'Université de Paris-Dauphine et l'ambassade russe. C'est quand même une pièce architecturale. C'est un projet qui est enfin sorti après 7 ans de recours qui ont coûté la bagatelle de 6 millions d'euros supplémentaires. 4 immeubles, donc R+4 dans notre jargon, sur pilotis. L'idée est de créer une fluidité et une continuité avec le bois, souplesse de la forme et liberté du plan. Voilà un bon menu pour commencer une discussion. Isabelle. Bon. Alors, moi, ce qui m'a frappé d'abord, moi je suis allée visiter ça un week-end, j'ai réussi à rentrer dans un appartement, mais disons en arrivant de l'extérieur, je trouve qu'effectivement sur le plan de la fluidité, de l'inscription du pays dans le paysage, cet immeuble... enfin cet ensemble d'immeubles tout en courbe, sur pilotis, qui laisse comme ça circuler la vue, l'air entre le Bois de Boulogne d'un côté et le quartier résidentiel. Je le trouve extrêmement fluide, harmonieux, et j'ai l'impression qu'il a tout pour finalement calmer le courroux des riverains. Enfin bon, j'en suis pas, donc je ne sais pas exactement ce qui leur faisait si peur, mais pour le coup, je trouve que voilà, même si ce blanc contraste un peu avec la pierre, enfin, je trouve vraiment que il y a une douceur et il y a une voilà, ces espèces de toutes ces courbes et sont à la fois très originales dans le contexte du 16e arrondissement et se fondent parfaitement dans le paysage, le Paris vraiment sur la nature dont on imagine qu'elle va pousser en plus dans les jardins. Ça, moi, je suis vraiment séduite par ça. Alors après, quand on rentre, ça devient un petit peu plus compliqué. Là, si on le voit, je ne sais pas si on le voit bien sur les photos, mais il y a tout un système de grilles qui est installé, qui est installé autour des entrées, un système un peu sécuritaire. Enfin, disons que c'est les normes de l'habitat social, je suppose, qui viennent quand même un petit peu, j'ai l'impression, contrecarrer la vision des architectes. On voit déjà toutes ces petites fenêtres là qui sont sur les côtés. Je trouve que c'est un peu bon, voilà, c'est les normes de l'habitat social à Paris, et ça fait évidemment je pense que ça réduit un petit peu le projet et sa portée pour l'habitat à l'intérieur. Quand on rentre, voilà, on a bon. Après, ceci étant dit, une fois qu'on a enlevé voilà, si on fait abstraction de ces grilles, voilà, là, on a quand même des grandes. Moi, j'ai pas vu des fenêtres de cette taille-là dans les appartements. Je sais pas. Peut-être il y a certains appartements qui en ont, mais. Voilà, ça ressemble pas à ça. Les fenêtres sont toutes petites. Après, elles sont petites, mais la courbe fait que chaque appartement a une multiplicité de vues. Les architectes ont joué aussi avec les formes des pièces. Donc les pièces les chambres en tout cas, sont petites. Elles sont contraintes
pour nombre d'entre elles par les poteaux qui les traversent, mais cela pour libérer quand même une place plus importante dans les pièces principales, enfin dans la pièce principale en tout cas. Moi j'avais vu un appartement de 3 pièces avec, enfin 3 chambres avec une pièce principale. Donc il y a une fantaisie dans la forme des pièces. Il y a une variété dans les vues. Voilà, donc il y a un espace quand même qui est donné. Il y a un geste architectural qui est fait pour, on voit qu'il y a des priorités qui ont été données, quoi, à l'espace commun, à la multiplication des vues, qui fait que dans un cadre hyper contraint comme ça, dont on sent qu'il a dû contraindre beaucoup la volonté des architectes, et qui fait la limite, il me semble, du projet quand même, voilà, on n'est pas dans quelque chose de complètement répétitif à l'intérieur d'un même appartement. On n'est pas dans des espaces ultra séquencés et systématiques. Et du coup, il me semble qu'à l'intérieur de ce programme ultra contraint, les architectes ont réussi quand même à créer des degrés de liberté, à créer une fantaisie, à faire une proposition finalement aux gens qui allaient la liberté d'usage, là. Donc, hein, c'est ça. Richard. Oui, en fait, moi, ce qui me fascine vraiment dans cette opération, c'est l'opposition donc entre la façade, entre les volumes qui sont totalement amoeboïdes, et puis le plan, puisque le plan, c'est vraiment un échiquier, un damier. Et d'ailleurs, effectivement, au départ, c'était vraiment un damier, c'était vraiment un échiquier. Et puis, on passait d'un espace à l'autre. C'était pratiquement des pièces en enfilade. Et puis après, effectivement, ils ont dû mettre des couloirs. Mais quand même, malgré tout, quand on rentre dans les appartements, on ressent cette opposition trop géniale entre deux géométries totalement antinomiques. Une géométrie sensuelle et féminine, et puis un ordre masculin et orthonormé. Et ce que je trouve aussi totalement fou dans ce bâtiment, c'est ce qu'a dit un tout petit peu Isabelle, c'est le fait que voilà, il y a un jeu, mais vraiment, disons, totalement virtuose sur l'idée de compression, de dilatation. Bien sûr, on rentre en bas dans le canyon, quoi. On pourrait être complètement écrasé comme des cafards, mais comme le bâtiment se soulève sur des pilotis, eh bien, on n'est pas écrasé et on respire. Et après, on rentre dans l'appartement. Et on va vers la fenêtre. Et là, miracle, qu'est-ce qu'il y a en face? Une autre fenêtre, peut-être avec une super jolie voisine. Et heureusement, comme tout est de forme amoeboïde, si jamais on ne veut plus regarder sa voisine, on peut regarder complètement autre chose parce qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent. Et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que finalement, donc, les appartements, ils peuvent donner, ils sont en général à double orientation et pas tous, il y en a qui donnent sur l'intérieur, d'autres sur l'extérieur. Et finalement, ils ont quand même réussi donc à créer un véritable paysage intérieur avec cet effet comme ça d'éloignement et au contraire de rapprochement. Et après, pour les fenêtres, voilà, je trouve que c'est assez, enfin, l'idée assez forte, je trouve, c'est de les avoir légèrement soulevées du sol, parce qu'elles sont beaucoup plus au-dessus du sol qu'une fenêtre normale. Elles sont à 25-30 cm. Et là, ça change tout, quoi, là, parce que ça déforme complètement les proportions des pièces, ça déforme un petit peu l'appréhension qu'on a de la pièce. Et c'est vrai qu'aussi, malgré tout, il y a quand même des prestations qui sont quand même assez fortes, enfin, au bon endroit, notamment, effectivement, donc, dans les menuiseries, parce que les menuiseries, c'est pas des menuiseries PVC, c'est des menuiseries en alu laqué, donc ils sont relativement fines, hein, et nettes. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment une opération exemplaire dans Paris. Oui, moi je trouve que c'était le bon casting, voilà, pour construire des logements sociaux à cet endroit-là. Je pense que le courroux des habitants, c'était plus d'ordre social que d'ordre architectural. Et comme ce sont et je confirme, parce que ce n'est pas le seul projet qui a été attaqué par des recours, mais tous les projets de logements sociaux le long, dont celui de la Porte d'Auteuil avec Solaire, Ricciotti et compagnie, pareil, et pensant par plus loin, rue de Varise. Enfin bref, c'est un vrai sujet dans le 16e, il faut le dire. Oui. Normalement, chaque arrondissement est censé avoir 25% de logements sociaux, et là, ils en sont à 4%. Voilà.
Et donc le bon casting parce que du logement social, voilà, on peut imaginer qu'ils ont eu des budgets assez faibles, mais parce qu'ils travaillent sur des choses très fines et sur de la légèreté. Quand on voit les garde-corps, finalement, ce qui fait leur qualité architecturale, de travailler tout le temps sur la légèreté, ça, finalement, c'est un outil aussi pour pouvoir apporter du qualitatif à certains endroits dans ces logements-là. Et en l'occurrence, c'est vrai que le travail sur les ouvertures, alors déjà sur la qualité des menuiseries, puisqu'elles sont en alu, et puis le fait qu'elles soient de très grande hauteur et assez proches du sol, je trouve que c'est plutôt assez habile. Et en plus, ça permet aussi de meubler quand même les appartements, bien que, alors ce qui est très joli, c'est le sol. Voilà, ce qui est très habile, c'est d'avoir décoller l'ensemble du sol, d'avoir laissé la transparence des halls, ce qui empêchera voilà, les détritus, les squats de bas d'immeubles. Il ne faut pas l'oublier, c'est aussi des problèmes qui se posent dans le logement social. Mais donc c'est toute cette trame de pilotis, on la retrouve quand même dans les appartements. Donc voilà, au niveau, enfin moi je trouve ça extrêmement beau, mais dans ceux que j'ai pu visiter, au niveau de l'habitabilité, c'est quand même, voilà, c'est pas forcément évident parce qu'ils viennent aussi avec leur culture japonaise où voilà, eux il y a absolument presque rien comme mobilier. Moi dans les appartements que j'ai visités, il y avait déjà les gros canapés d'angle. Enfin bon, ça c'est une autre question où il n'y a plus de place après pour l'habitabilité. Ceci dit, j'ai trouvé que c'était des plans tout à fait simples, mais j'ai trouvé que c'était très bien dessiné et voilà, une belle qualité dans les proportions, avec déjà des rangements construits, intégrés. Je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même qualitatif pour du logement social, sans qu'il y ait tout un discours fallacieux sur les balcons, etc., etc. Parce que finalement, là, on est dans de la norme. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est cette forme arrondie qui fonctionne extrêmement bien dans le rendu sur la parcelle, dans la perception sur la parcelle et dans la gestion des vis-à-vis. Oui, la question, c'est de savoir, ils ont bien géré la promiscuité finalement, parce que c'est assez étroit entre les deux. Hein. Moi, je vais pas revenir sur toutes les descriptions parfaites. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment, ça m'a presque enthousiasmé, ce truc. D'abord parce que je trouve que c'est un formidable pied de nez à l'ambassade de Russie. Quand on voit le paveton de l'ambassade de Russie, cet horrible bâtiment, et la manière dont ce bâtiment là vient s'inscrire comme une espèce. Alors je sais que notre confrère autrefois Frédéric Edelman avait parlé d'architecture Zorglub, ça a été revenu plein de fois. Là, il y a un côté Spirou quand même. Il y a un côté un peu Linkler belge. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça j'aime bien. C'est vrai qu'aussi, bon, il n'y a pas de rez-de-chaussée. C'est ce que tu dis, donc c'est un avantage aussi parce que ces halls d'immeubles, finalement, ils servent aussi à mettre les vélos, etc. Et il n'y a pas non plus les gens qui se retrouvent au niveau au rez-de-chaussée, dans les appartements sociaux, etc. Donc il y a aussi cette réflexion. C'est vrai aussi que la courbe, c'est chez les architectes. Bon, on la retrouve à la Samaritaine, on la retrouve dans leur musée au Japon, on la trouve. C'est quelque chose qui leur est très familier quand même et qui est pas très familier dans l'architecture française. C'est quelque chose de très surprenant. En ce sens, oui, il y a pas bon, oui, c'est vrai, il y a des bâtiments en courbe, on va en trouver, mais enfin, c'est vrai que moi, ça m'a fait penser aussi à la grande barre de Grigny, mais justement. Oui, et Milayo, bien sûr. Mais alors, c'est pas les mêmes échelles, mais évidemment, en beaucoup plus subtil, en beaucoup plus. Non, voilà, je vais pas en rajouter beaucoup, mais j'ai trouvé que vraiment c'était tout à fait assez passionnant, ce côté un peu ovoïde, haricot. Il y a un truc, c'est une architecture qui est presque un peu comique, je trouve. Et c'est pas mal. Et à côté, village de Schtroumpf, un peu, mais subtil. Non, moi, je voudrais quand même juste ajouter une chose, c'est que par rapport au logement collectif qu'ils ont réalisé au Japon, il y a quand même assez peu d'inventivité. Voilà. Après, c'est un autre contexte. Hein. C'est un autre contexte. C'est ce que je voulais dire par ce qu'ils ont fait à Kyoto.
c'est hyper inventif. Non, mais il y a toujours, c'est vrai qu'il faut souvenir ce que fait Bowo, rue Robière, par exemple, par rapport à ce qu'ils font au Japon. On a l'impression que c'est pas les mêmes architectes. Donc, on voit bien que les contextes sont différents et amènent à d'autres. C'est sûr qu'on peut pas comparer ces situations japonaises. La réglementation n'est pas la même, les contextes ne sont pas les mêmes, même le contexte urbain. Là, on a parlé beaucoup de la pression sociale, mais vraiment, c'est quand même pas mal d'être entre un joli boulevard avec des façades de bâtiments quand même assez cossus, puis d'autre côté le bois de Boulogne. Voilà, c'est quand même pas mal de s'installer là. Hein. Voilà. Dans la mégalopole japonaise, il faut venir entre 4 bâtiments déjà. Il y a pas de place de venir s'insérer, tout ça. C'est vrai que ça tient du génie à chaque fois, mais à chaque fois de la performance. Là, c'est plus calme. Mais je pense que le quartier voulait ça aussi, non? Et même, il y a la radicalité de la couleur aussi, du blanc quand même. Parce que moi, je l'ai vu, il y avait beaucoup de soleil, et c'était quand même assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on est habitué quand même aux bâtiments avec des couleurs un peu grèges, des gris, etc. Là, il y a une espèce de volonté c'est pas mal, je trouve. Non, mais c'est vrai que le blanc aussi, si tu veux, avec la réflexion de la lumière, ça lutte aussi contre. Absolument, bien sûr, bien sûr. Côté canyon, le rapprochement des façades. Côté Weissenhof, hein, c'est. Enfin, pour en revenir à ce revêtement de façade, bon, j'ai pas vraiment tout à fait creusé la question, mais ce qui est intéressant, c'est que elle est très travaillée. C'est pas un simple enduit. Hein. Il y a une espèce de couche et on voit en dessous, elle est bien détachée de la façade. Alors, pour terminer, on va en venir au choix des critiques. J'avais proposé un petit jeu à mes camarades en leur disant, voilà, quel a été le bâtiment qui vous a le plus étonné l'année dernière, ou bien quel serait votre coup de cœur, tout simplement. Voilà, donc c'était un exercice extrêmement libre, tout programme, toute architecture, pas forcément en France. Et nous allons voir le résultat. On va commencer par Isabelle, qui va nous emmener, je crois, dans les sables. Oui, j'ai souhaité vous parler de la bibliothèque faite par Rem Koolhaas, enfin par Oma, au Qatar, que j'avais eu la chance de voir l'année dernière. Et comme Francis m'a dit que vous n'en aviez pas parlé, je pensais que c'était quand même un des bâtiments remarquables qui avait été fait au cours de l'année 2008. Donc c'est une bibliothèque qui s'inscrit dans cette espèce de grand complexe qui s'appelle Education City, qui incarne le rêve d'un Qatar nouveau, avec donc il y a tout un complexe d'universités qui sont des partenariats avec des universités américaines et européennes dans lesquelles viennent étudier des étudiants d'Asie, du Qatar, du Moyen-Orient, une majorité d'étudiantes féminines d'ailleurs. Et puis là, on a comme une sorte de vaisseau amiral, quoi. C'est vraiment un bâtiment très 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 spectaculaire qui a été conçu comme une sorte de pavé dont les coins ont été comme collés, quoi, remontés. Voilà, donc ça donne un peu l'impression d'un vaisseau vraiment Star Wars, avec cette idée. Si les coins sont remontés, c'est pas donc uniquement pour un effet Star Wars, etc. Ils sont soutenus par des pilotis à différents endroits, mais c'est pour permettre de rentrer dans le bâtiment par son centre et donc de se retrouver en plein milieu de cet espace gigantesque de rayonnage de livres qui sont en fait conçus comme un spectacle. Les livres deviennent un spectacle, c'est une sorte de Disneyland de l'écrit, quoi. On est dans un pays où il y a pas vraiment une civilisation de l'écrit et où la sheikha, donc la maîtresse d'ouvrage de tout ça, voudrait justement implanter un peu au forceps, à coup de force, une culture de l'écrit, une culture du livre, etc. Donc, on peut facilement ironiser sur cette volonté justement de faire spectacle, ce côté un peu Disneyland, un peu spectaculaire, un peu Hollywood du livre. Ah oui, j'ai pas dit aussi qu'il y a une partie là qu'on voit pas, mais qui est en sous-sol, mais tout à fait ouverte parce que tout est ouvert en fait. Hein. C'est vraiment un grand spectacle. Et en sous-sol, dans
y a une espèce de labyrinthe en travertin comme ça, extrêmement lourd, imposant, qui pour le coup évoque quelque chose de très différent. On n'est pas dans le futurisme, là on évoque plutôt quelque chose d'ancien parce que c'est une espèce d'espace d'exposition de livres anciens, de manuscrits anciens, qui sont des collections de la famille au pouvoir, qui a une collection absolument démente de Coran, d'incunables, de livres merveilleux. Donc il y a ça au milieu qui est comme une sorte d'ancrage historique de tout ce qui se déploie autour. Et ce qui est en fait plus intéressant qu'il n'y paraît, c'est que il y a quand même il y a le projet un peu à tous les endroits par ce spectacle du livre, de rendre le livre sexy, désirable. C'est un espace public qui est ouvert, qui est gratuit, avec des espaces qui sont dédiés aux nouveau-nés. Il y a des espaces dédiés aux adolescents. Il y a des espaces partout, en fait. Il y a des mezzanines un peu partout. Il y a quelque chose de très, très, très ludique, avec l'idée que peut-être comme ça pourrait fertiliser. Alors, qu'est-ce que ça va produire? C'est un peu la question qu'on se pose, mais voilà, c'est là, les livres sont là, il y a 1 million d'ouvrages qui sont disponibles, à la fois pour les étudiants, parce que c'est une bibliothèque de recherche, c'est une bibliothèque publique, et c'est ce musée. Cette bibliothèque. T'as dit musée. Non, musée en bas. Enfin, en bas, c'est un musée. Voilà. Donc, il y a 3 fonctions comme ça. Et c'est un projet, je pense, qui politiquement n'est pas absurde, qui a quelque chose d'assez enthousiasmant et dont, voilà, il faudra voir à l'usage ce que ça produit. Mais j'avais même cherché un peu ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Et c'est un fonds qui a été donné, je crois, essentiellement par des Américains. Mais on trouve quand même, des bouquins de Judith Butler, on trouve des bouquins sur la Shoah, on trouve, enfin voilà, il y a un peu tous les sujets qui fâchent. On peut trouver tout ce qu'on veut, c'est en accès libre, c'est disponible à tout le monde et voilà, c'est un beau projet quand même, moi je trouve. Alors ceux qui iront voir le musée de Jean Nouvel, qui va bientôt ouvrir le musée d'art à Doha, au Qatar, ils pourront. Ouais, pas loin. Hein. Il faut absolument voir les deux ensemble. Voilà un contexte culturel tout à fait intéressant. Et Koulas prépare une exposition sur l'histoire du Qatar dans le musée de Jean Nouvel pour l'inauguration. Trop génial. Voilà. Donc Sophie, tu nous ramènes en France, je crois. Oui. Dans quel endroit? Dans le Nord. Dans le Nord. Voilà, comme par hasard. Comme par hasard dans le Nord. Dans le Nord, voilà. Donc je suis native et attachée. Et donc c'est une maison. Je vais passer assez rapidement. C'est un coup de cœur et c'est le dernier projet que j'ai eu l'occasion de visiter. J'ai choisi de le présenter parce que je trouve que y a un travail sur l'insertion dans la nature qui est extrêmement intéressant. Et après, ce qui est très intéressant aussi, c'est le travail que ça demande pour les architectes, parce que tant que c'est quand même une grosse agence, mais ils ont décidé, donc c'est un duo qui fonctionne quand même de manière assez fusionnelle, ils font vraiment tout à deux. Généralement, voilà, quand il y a plusieurs associés, 2 ou 3 associés, chacun ont un peu leur rôle à tenir, mais là, eux, ils font vraiment tout à deux. Et donc là, c'était la demande des clients, c'était une maison secrète et naturelle. Alors, c'est des grands bourgeois du Nord, c'est une grande maison bourgeoise du Nord qui remet aussi en cause les idées reçues. Il faut préciser qu'on n'est pas loin de la maison Delcourt de Richard Neutra et qu'on n'est pas loin non plus de la Villa Cavrois par Mélanie Stevens. Ouais, ça donc crée les un contexte quand même. oui, ouais. Bah oui, mais c'est voilà, c'est assez drôle puisque finalement on est dans des grandes demeures bourgeoises, mais qui prennent des formes totalement novatrices. Et
Donc au départ, le titre, c'était 2015-2017, mais en fait, ils ont mis 4 ans pour mener à bien le projet. Alors bon, ils ont eu quand même évidemment des clients exceptionnels, mais voilà, on a vraiment un système constructif très sophistiqué. Une idée de départ en maquette où ils voulaient vraiment une espèce de grosse coque qui flotte sur un rez-de-chaussée qui semble comme dématérialisé. Au départ, ils voulaient la réaliser en ardoise et ils sont restés fidèles à l'idée de départ. C'était vraiment d'avoir quelque chose de très massif. Finalement, c'est fait en bois. Et donc, il y a il y a vraiment un travail de détail très intelligent pour garder ce côté massif. On a les lattes de bois sur la toiture qui se continuent d'une facette, enfin, comment dire, d'un pan de toiture à l'autre pour garder cet aspect bien massif et pas avoir un effet facette. Et donc, selon la lumière du jour, on a le rez-de-chaussée qui disparaît complètement puisque le jardin se reflète dans les vitrages et on a juste cette espèce de coque flottante avec cette lumière zénithale. Et puis, il y a voilà, un travail très sophistiqué où toutes les ouvertures, c'est dessiné en fonction de l'orientation du soleil dans la journée, quelle pièce est derrière. Enfin voilà, moi je trouvais que c'était vraiment intéressant que quand deux architectes qui ont une grosse agence prennent encore du temps de réfléchir à des projets comme ça. Richard, toi tu nous... Oui, alors moi tu as voulu nous emmener à Paris dans des endroits souterrains, interlopes. Si tu parlais avec un micro... On a parlé d'Isozaki, maintenant je vais vous parler de Franck Amoutaine. Et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il devient Franck Amoutaine? Eh bien, il a fait un club de sport, le club Blanche. Alors, il fait l'architecte du club, il a fait la superstructure, tout ça, et après la décoration, tout ça, c'est pas lui. Et les gens qui ont fait le club sont les gens qui ont fait le Ken Club. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce club? Je vous le demande, des Ken et des Barbie. Et qui c'est qui joue avec les Ken et les Barbie? Eh bien, c'est des coachs. Ils sont là. Vas-y, ma petite, allez, continue à courir, là, ne t'arrête pas. Et toi, là, bon, maintenant, tu vas passer à 50 kilos, là, les 10 kilos, tu arrêtes. Et donc, tu vois, c'est dans toute la maison, enfin, le petit hôtel particulier qui a été fait par donc l'architecte du Petit Palais, à l'origine pour un éditeur de partitions. Puis après, ça a été donc un club de théâtre, une école de théâtre qui a pris la suite. Et maintenant, donc, c'est devenu le club des Ken et des Barbie. Alors à l'étage, effectivement, ils sont tous là à faire du sport, ils se regardent pas. Moi, je me suis dit, putain, mais comment je vais faire pour aller là-bas? Je vais me faire repérer, on va me mettre tout de suite dehors, c'est pas possible. Et en fait, non, tu risques rien. Parce que les gens, comme ils voient que t'es pas du truc, ils voient à travers toi, tu vois. Et j'ai compris finalement pourquoi les gilets jaunes étaient des gilets jaunes. On les voit. Dis-nous, ça nous intéresse. Comment? Oui, c'est les gens qu'on ne voit pas, ça, tu vois. Et là, tu rentres là-dedans, personne ne te voit, quoi. C'est clair, on ne te voit pas. Voilà. Tout le monde est là avec son coach, d'ailleurs, entre eux non plus, ils ne se regardent pas. Ils sont là. Et en plus, ce qui est trop génial, c'est que c'est un petit peu le narcissisme contemporain, c'est-à-dire qu'au lieu de se regarder dans un miroir, ils ont des tablettes. Et puis les tablettes, donc, elles leur indiquent les bâtons cardiaques, les pulsations. Donc voilà, c'est ça qui est enfin, c'est presque trop génial, la beauté à l'ère du numérique et du high-tech. En fait, c'est pas, tu vas se maquiller, te mettre du rouge à lèvres. Non, c'est pas ça. C'est avoir les bonnes pulsations qui vont correctement donc irriguer ta peau pour que justement tu n'aies pas de petits boutons très désagréables. Et puis c'est la course qui va faire partir ton ventre et tes fesses, et c'est plus les corsets. Voilà. Donc tout ça, ça se passe en haut, dans la maison, le bâtiment qui a été réhabilité. Et le truc trop génial, c'est que voilà, sous ce monde de poupées et de poupons, donc il y a un truc, mais c'est pas possible, quoi. C'est une grotte, c'est ce qu'on voit là. Ça, c'est la piscine, donc c'est la piscine du bâtiment. D'ailleurs, je crois que les gens n'y vont pas trop, mais parce que je pense qu'ils ont peur, quoi. C'est le côté le plus totalement archaïque, quoi. Tu as l'impression que
je sais pas, peut-être il noie quelqu'un des fois de temps en temps. Il y a un côté barbare, hein, puisque la piscine, donc elle est totalement enterrée. Il y a un bruit là-dedans, mais terrifiant, parce qu'il y a un bruit de cascade, qu'on a vraiment l'impression d'être dans les chutes du Niagara. Et après, au fond, donc, il y a la lumière, voilà, qui tombe vraiment en cascade, parce que le bâtiment il est donc 2 niveaux au-dessus du sol, et puis donc il prend sa lumière par une fente. Et là, donc, on voit autre truc qui est vraiment génial chez Amouten, c'est que voilà, donc comme il a refait tous les planchers en béton, il a construit de partout, il a dû remettre de la structure. Et en fait, la structure, ce sont ces aiguilles d'acier plein. Donc, elles risquent pas de flamber, il n'y a pas besoin de les floquer, c'est pas des tubes. Hein. Donc, aux étages, elles sont couleur acier rouillé. Et là, bien sûr, dans la piscine, donc, il les a fait en inox, sinon c'est la catastrophe complète. On imagine, parce que on entre là-dedans. C'est bien de commencer de finir comme ça. Enfin, après avoir parlé de Barani, c'est bien de parler de cet espace, parce que là, il est complètement assourdissant. Tu vois, t'as presque du mal à respirer. Et effectivement, donc, tu as des corps comme ça qui sont presque sacralisés, qui plongent et qui nagent. Et en plus, ils sont très très bien. Ils sont éclairés d'une manière très dramatique, parce qu'effectivement, il y a des projecteurs donc sous l'eau. On le voit sur la photo. Là, c'est un montage, mais j'avais une photo, on les voyait assez bien, mais voilà. Donc, ils sont éclairés, ils sont... voilà. En haut, c'est les corps, disons, les corps de poupées Barbie, c'est les corps qui sont modelés comme ça par la société actuelle. Et puis là, donc, c'est un autre type de corps, peut-être plus brut, plus barbare, hein, dans les caves du bâtiment. Bon, ça va être dur d'enchaîner après lui. Oui, quand même, juste un mot, c'est que tu as raison, parce que dans les salles de gym, les gens, souvent, c'est assez fréquent que les gens ne se saluent pas, ne se disent même pas bonjour, parce qu'en fait, ils ne s'occupent que d'eux, et en fait, donc, ils ne voient pas les autres. Et alors, en fait, c'est un peu faux, parce que par en dessous, ils surveillent quand même un peu, parce qu'ils veulent voir un peu ce que l'autre arrive à soulever, quoi. Et peut-être un jour, ils arriveront eux aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'anonymat comme ça, général. C'est très juste. Oui, ça va pas être simple. Ouais, mais je savais pas que Tretiak faisait du culturisme, mais on vient. Et avec Amouten, avec Amouten, bien sûr. Oui, alors bon, pour un enchaînement, juste avant de passer la parole à Philippe et le laisser conclure, moi je vais vous emmener à Stockholm, mais pas du tout pour vous parler d'Asplund ni de Leverens. Ça ferait déjà une merveilleuse conférence, mais pour vous parler de choses extrêmement contemporaines. Et il se trouve que 2 architectes, et non des moindres, de 2 équipes ont réalisé pour le même client et en même temps dans le logement haut de gamme, hein, c'est pas du logement social, il faut bien le préciser, mais des expérimentations tout à fait intéressantes justement sur des systèmes modulaires. D'un côté, on a 170 logements faits par Big avec un système acier et bois voilà, qui crée une sorte de village et un travail qui justement travaille aussi avec la lumière, car là-haut, elle est pas si fréquente, surtout l'hiver. Et puis, de l'autre côté, Loma, qui, avec Rainer de Graaf, a travaillé cette tour, ces 2 tours faussement jumelles de 320 appartements. Ce sont des tours qui font à peu près 130 mètres de haut, mais avec un système de préfabrication totale. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils reviennent eux aussi au brutalisme. Et pourquoi le brutalisme? Parce que Rainer Banham a bien sourcé le brutalisme en Suède. Et c'est là que commence l'histoire, et dès lors il inverse les codes, et cette idée que Loma justement va prendre le brutalisme et l'injecter sur la question du logement haut de gamme, pour pas dire luxe, ça c'est assez fort. Et donc parce que donc après ça il y a tout un travail assez vertigineux où il y a pas d'allège, donc on est dans le logement, c'est complètement, on voit la ville totalement, il y a ces garde-corps tout en verre, là aussi vertigineux, plus on monte, vous imaginez à 120 mètres de haut, bon, ben voilà, et donc on ne peut pas ouvrir ces grandes fenêtres. Il y a des ventilations par le travers puisque l'air arrive par la petite terrasse qui est là. Enfin bref, un jeu d'imbrication tout à fait intéressant. Et voilà donc 2 projets pour un même maître d'ouvrage privé, Oscar Properties, qui se expérimente dans l'architecture, et je crois que ça méritait d'être souligné. Maintenant, je passe la parole à Philippe pour conclure. Alors, sur la question mémorielle, peut-être. Oui, mais non, je voulais parler de la publication simultanée de 2 livres que je trouve tout à fait passionnants, parce que c'est une autre façon d'aborder l'architecture et de la regarder.
Le premier, c'est le livre que vous voyez là de Philippe Appelois, qui vient de paraître chez Gallimard. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est en fait, il a photographié toutes les plaques de Paris, alors il s'est cantonné sur la période 1939-1945. Son ouvrage est absolument bon. C'est un livre d'art. Philippe Appelois, c'est peut-être le plus grand graphiste qu'on ait en France. Il a fait un très grand nombre d'affiches. Enfin voilà. Bon, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que on s'aperçoit en lisant, en regardant son livre, que c'est une autre façon aussi de découvrir la ville. Parce que ce qui est intéressant dans le travail de Philippe Appelois, c'est pas seulement la question mémorielle, c'est pas seulement la question de la mémoire. Je vais y revenir aussi parce qu'elle est cruciale. Mais c'est aussi tout un travail sur une réflexion sur la façon dont ses propres plaques révèlent aussi l'architecture qu'il y a derrière. Et donc c'est très intéressant parce que il montre aussi comment justement certaines ont été refabriquées de façon plus récente, plus moderne. Enfin il y a tout un donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je voulais dire qu'en même temps paraît ce livre de Ada Chiara Zevi. Or Zevi qui est, c'est la fille de Bruno Zevi. Or, c'est intéressant parce que tous les architectes qu'on connaisse sont certainement le célèbre livre de Bruno Zevi qui s'appelle Apprendre à voir l'architecture. Et justement, sa fille écrit un livre absolument passionnant sur, en fait, non seulement, bon, il y a la question de la Shoah, mais beaucoup au-delà de ça, sur la question de qu'est-ce que peut être un monument pour des gens absents. Comment est-ce qu'on construit? Et donc au-delà même simplement même de la question du monument de l'absence, c'est la question aussi de qu'est-ce qu'un monument? Qu'est-ce qu'un monument aujourd'hui? Et ce qui est tout à fait intéressant dans son livre, c'est qu'on voit de quelle manière justement ont été pensées toute une série de non-monuments, de monuments par exemple qui se dégradent, de monuments qui sont alors que les bâtiments qui veulent par exemple rappeler un bâtiment qui avait été autrefois construit et détruit, comment ils l'ont construit dans le sol de manière. On voit comment par exemple Eisenman justement à Berlin a travaillé sur en fait la déconstruction aussi. Alors ça peut évidemment faire référence à la dispersion du peuple juif, mais il y a plein de choses de cet ordre-là et c'est tout à fait passionnant et c'est d'autant plus intéressant qu'on s'aperçoit par exemple que, vous le savez, qu'il y a récemment a été installé sur le mur du Père-Lachaise une longue plaque de 280 mètres de long qui porte les 93 000 noms des Parisiens tués pendant la guerre de 14. C'est très intriguant parce que se pose la question de savoir si un monument, est-ce que c'est un monument d'abord, et ensuite est-ce que s'il s'adressait, s'il par exemple il était comme le mur des noms qu'on trouve dans le mémorial de la Shoah où il y a les 76 000 noms des Juifs français assassinés pendant la guerre, si c'était ça qui était en extérieur, est-ce qu'il serait détruit ou pas? Est-ce qu'il serait vandalisé? Il y a toute cette question. Ça fait aussi référence évidemment au bâtiment de Philippe Prost, à l'anneau de la mémoire, où on trouve quand même plus de 580 000 noms de gens tués sur 90 km. Ça fait quand même plus de 7 personnes tuées par mètre. C'est absolument dingue. Et donc il y a toute cette question dans le livre de Ada Chiara Zevi qui est posée. Et il y a tous les exemples qu'on peut trouver justement de tentatives de mettre en place un monument pour des gens dont on n'a souvent pas les corps. Là, on voit des projets de Moïse Safdie. Ça, c'est un musée musée de la Shoah à Jérusalem. Mais il y a un projet qu'il a fait en 1993 qu'on verra peut-être après. C'est la photo d'après encore, qui est un musée de l'Holocauste, qui est tout à fait bon. Aujourd'hui, est-ce qu'on ferait ça encore? C'est pas du tout sûr. Il y a une espèce de volonté aussi de rentrer dans l'abstraction. Il y a toutes ces questions qui sont posées et c'est vraiment absolument passionnant parce que c'est tout le statut de la mémoire qui est posé et comment l'architecture arrive justement à se débrouiller pour créer des lieux de mémoire. Est-ce que le plus grand lieu de mémoire, est-ce que c'est pas le débat qu'on a sur la façon de le créer? C'est une question. Bien, pas de commentaires, si, réaction, interréaction entre différents projets, non? Bien, s'il n'y a pas... C'est comme au club de sport, dit-il. Alors, s'il n'y a pas de réaction, y aurait-il parmi le public des gens qui voudraient nous interpeller, nous contredire? N'hésitez pas à le faire, si jamais. L'adresse du club de sport? Peut-être. Non? Pas de... Non, en haut?
étudiants, non? Bon, très bien. Bah, écoutez, revenez la prochaine fois et préparez des questions très incisives pour nous mettre en danger. Hein. On en acceptera l'exercice. En attendant, je vous signale que le mercredi 17 avril prochain, nous organisons ici à la Cité de l'Architecture une grande conférence avec Rudy Ricciotti au sujet de la transformation de la Maison du Peuple, ou tout au moins de l'inscription d'un nouveau bâtiment à côté de la Maison du Peuple, mais aussi de la régénération de ce monument, de cette icône de la modernité. Donc c'est le 17 avril avec Ricciotti, mais il ne sera pas tout seul. Donc venez bien écouter, parce que c'est un vrai sujet d'aujourd'hui. On se souvient du grand débat sur la transformation du site de Ronchamp avec Renzo Piano, rappelez-vous. Et l'inscription de la pyramide de Paye dans le Louvre, parce que... Hein. Bien entendu. Merci à tous et à très vite.